Cette vidéo est à but exclusivement pédagogique. Nous nous sommes beaucoup retenus de mettre des blagues à l'intérieur et des moqueries parce que c'est un sujet très sérieux. Il y a quelques semaines, nous sommes tombés sur cette chaîne YouTube Investi au pays qui parlait du scandale Yep Limal qu'on a suivi un peu. Je précise que ce monsieur et nous ne nous connaissons pas. Nous n'entretenons aucun rapport. Inutile donc de dire que je pourrais éprouver une quelconque antipathie ou entretenir un contentieux avec le propriétaire de cette chaîne, Philippe Simo. Je ne le connais pas, nous ne le connaissons pas et il n'y a aucune histoire cachée. Comme je le disais, nous avons donc un peu suivi le scandale Yep Limal quand l'algorithme de recommandation YouTube nous a proposé une de ses autres vidéos, celle intitulée « Révélation, je suis Kemit, je vous explique pourquoi ». Évidemment, vu la thématique de cette vidéo et les sujets abordés, il était important de donner notre avis, peut-être différent, mais en tout cas éclairé et documenté à l'endroit des milliers, des millions de nos frères et sœurs qui tombent fortuitement ou non sur ce type de contenu. Et surtout, donc, la compréhension des concepts et des idées prenantes de ce siècle sur notre continent importe plus que de la simple actualité. Parce qu'il est possible que ce contenu induise ou ait déjà induit en erreur beaucoup d'entre nous. Il est de mon humble devoir d'apporter un autre son de cloche qui, bien sûr, ne dispense personne de vérifier et de se documenter personnellement. Ne vous asseyez plus à attendre une vérité, cherchez-la, sinon vous finirez encore intoxiqué par n'importe quoi. Aucun ouvrage, aucun auteur, aucune recherche n'est trop difficile à saisir. Nos seules limites sont celles que nous acceptons. Installez-vous. Nous allons revenir sur les propos de M. Simo et répondre à un certain nombre de flous entretenus sur le mouvement Kemit et véhiculés dans sa vidéo mentionnée tout à l'heure. J'ai une annonce à vous faire. Je pense que cette vidéo va être très regardée parce que je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je me suis converti au kémitisme. C'est super important pour moi d'être clair et transparent avec vous sur cette thématique-là. Je sais que beaucoup de gens vont regarder cette vidéo rien qu'à cause de son titre et ne vont pas aller plus loin. Mais les personnes intelligentes vont écouter ce que j'ai à dire avant de me juger sur quoi que ce soit. Il y a de cela 2 jours, j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'expliquais que l'Afrique n'allait pas se développer grâce au fait qu'on allait retourner à des religions ancestrales. Et cette vidéo a été bien comprise par pas mal de personnes, mais d'autres n'ont pas du tout compris. Et on a pu le voir par le déchaînement de colère, de violence et de haine qu'ils ont pu laisser dans les commentaires. Donc je pense que c'est utile, important de ramener ce sujet sur la table. Pourquoi? Parce que le sujet du kémitisme est devenu un sujet très clivant dans notre communauté. Beaucoup de personnes appartenant au mouvement Kemit sont des personnes très intolérantes. Dès que quelqu'un ne partage pas leur position, tout de suite, cette personne est cataloguée de tous les noms. Cette personne est cataloguée de personnes aliénées et de tout autre artifice violent que l'on peut trouver. Et ça, bien évidemment, ça ne donne pas envie d'en savoir un peu plus. Et pourtant, moi qui vous dis tout ça, je suis Kemit. Mais il se trouve que dans le kémitisme, il y a 2 branches. Et je vais vous en parler aujourd'hui pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que je suis Kemit depuis 2010 en réalité. Revenons d'abord sur le terme kémitisme. Le suffixe isme renvoie à une idéologie. Un isme est un concept plus souvent idéologique dont le nom se termine par le suffixe isme. Le terme permet de regrouper et donc d'analyser ensemble des notions qui seraient normalement incompatibles du fait de la disposition morale ou des préjugés sociaux. Par exemple, le marxisme ou l'olympisme ou quoi que ce soit d'autre. Comprenons ici, ou bien en d'autres termes, que lorsqu'une personne se revendique d'une certaine idéologie, elle ne se positionne pas dans une logique de comparaison ou l'ouverture sur l'évaluation de ses croyances, ni de ses concepts, ni de sa vision du monde. Il les présente et s'en revendique point barre. Ce qui n'est absolument pas le cas de la conscience kamite, qui n'est pas une idéologie. Je dis bien la conscience kamite n'est pas une idéologie. On ne peut pas parler d'une doctrine ou d'une idéologie kamite. Le terme kémitisme n'est abordé par aucun kamite ni aucune personne faisant réellement partie du mouvement kamite. Si aucun chercheur, aucun écrivain, aucun scientifique du sujet n'a jamais utilisé le terme kamitisme, ce n'est pas pour rien.
Le vocable Kamit ou Kemit vient du médounétière Kamtiu qui remonte à plusieurs millénaires, c'est-à-dire pour plus de précision, moins 3400 ans pour les textes déjà exploités et documentés, mais on peut remonter à plus de 6250 ans, selon l'existence du premier calendrier renseigné sur ces auteurs et le nom qu'ils se donnaient eux-mêmes, sans jamais que son sens n'ait été un jour changé. Kamtiu renvoie à celui qui vit sur la terre nommée Kama, et identifiable par sa belle peau cuivrée et matinée par le soleil. Je vous propose de lire Pierre Nilon, éminent chercheur en égyptologie, en histoire et en théologie. Ce vocable est toujours associé au vocable Remeto, qui renvoie, lui, à l'homme parfait et perfectible en toutes choses. Toujours en quête de savoir et de l'élévation pour se rapprocher de son créateur et remplir au mieux sa mission sur terre, celle de guide de l'humanité sur le chemin de la perfection. En croisant ces termes, il devient évident qu'aucune notion dogmatique ne peut être tirée de cette définition de ce qu'est un ou une kamite. Conclusion en termes très simples. Le kamitisme, le kémitisme n'existe pas. De grâce, renseignons-nous. Si vous n'êtes pas encore abonné ou n'êtes pas encore habitué à notre contenu, sachez qu'on a déjà eu à répondre à cette méprise. Donc, soit vous allez regarder la vidéo, je mettrai tous les liens en description, ou alors vous attendez la mise à jour qui sortira. S'agissant donc de la vidéo de Monsieur Simo, la conclusion entre kémite et panafricain est évidente. Pour synthétiser notre propos, retenons que le kémite se réclame d'un mouvement spirituel qui sous-tend un ensemble d'aspects de la vie de notre peuple et le panafricanisme se réclame d'un mouvement politique et économique. Donc, bien que les deux soient orientés vers le continent noir, dans leur ADN profond, plusieurs éléments les différencient et ne peuvent absolument pas permettre une fusion. En parallèle, je suis chrétien. Et l'idée, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que les deux cohabitent parfaitement ensemble et pourquoi est-ce que tout ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact quand il s'agit de parler de business. Déjà, commençons par parler d'un problème très important qu'on a en Afrique, c'est le problème du tribalisme. Le tribalisme est une gangrène très grave dans le continent. Beaucoup de personnes ne peuvent pas marier quelqu'un juste parce qu'il l'aime, parce qu'il y a la barrière de la tribu. Je sais très bien de quoi je parle parce que mes parents sont originaires de deux tribus qui n'étaient pas supposées se mettre ensemble. Au Cameroun, il y a une tribu qui est très connue qui s'appelle les Bamileke. Les Bamileke voyagent beaucoup, donc ils sont très connus à l'international. Et on a les Bassa. Les Bassa, c'est une autre culture qui est un peu moins connue à l'international, mais quand même connue. Alors les Bassa, c'est la tribu des gens comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est Bassa, donc c'est quand même quelqu'un qui est très connu. Mais les Bamileke, voilà, vous en connaissez certainement autour de vous, il y en a beaucoup. Et pendant longtemps, c'était très mal vu qu'un Bamileke et un Bassa se mettent ensemble. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ça continue d'être mal vu dans certains endroits. Et mes parents, à l'époque, on parle quand même de quelque chose qui a plus de 30 ans aujourd'hui, avaient commis l'infamie de se mettre ensemble. Mon père avait subi énormément de pression à cause de cette histoire-là. N'en parlons pas du côté de ma mère. Moi, je suis chrétien et parallèlement, je suis musulman. D'ailleurs, je suis vegan et parallèlement, je suis boucher. Ce raisonnement ne tient pas. Lorsque nous nous donnons la peine d'aller au-delà des termes et des définitions usées par la pratique quotidienne, lorsque nous nous donnons la peine d'aller au sens profond et vérifiable des concepts que nous manipulons, et surtout lorsque nous comprenons les logiques portées par les concepts, nous ne nous hasardons pas à dire que spiritualité kamite et christianisme sont des logiques qui peuvent cohabiter ensemble dans le même corps et dans le même esprit. C'est impossible. Il faut comprendre que le tribalisme en Afrique n'est pas social, il est politique. En nous donnant la peine de se documenter un peu plus sérieusement sur l'histoire du Cameroun, qui n'est pas différent du cas de beaucoup d'autres pays qui ont croisé la route des colons et impérialistes, il apparaît clairement que des tensions avaient été créées volontairement par les colons dans le but d'empêcher une cohésion stable et permanente entre les populations colonisées. Ceci dans l'optique de maintenir une forme de joug sur elles. Évoquer la question d'un phénomène social sur 50 voire 100 ans n'est pas représentatif de la réalité de ce phénomène dans l'échantillon social, objet de l'analyse. Et pour illustrer ça, le mariage interethnique a toujours été pratiqué et continuera de l'être. Et il est bien plus répandu qu'on voudrait vous le faire croire. Je suis né au Cameroun et je vis à Yaoundé. J'interagis avec des Boulous, des Ewondo, des Bassa, des Bafia en permanence et plein d'autres peuples. J'ai fréquenté avec des personnes venant de partout au Cameroun. J'ai grandi dans des villes où on ne m'a jamais dit que j'étais étranger ou traité comme tel. Et c'est pareil pour tout le monde. Les Bamileke ont des commerces sur toute l'étendue du territoire. Partout, ils interagissent avec des clients de tous bords, y compris moi,
vivant au Cameroun. Ce n'est donc pas vrai de dire qu'il y a des tribus qui ne peuvent pas se marier ensemble, alors que le brassage ethnique et culturel, non seulement il est encouragé, mais il est aussi vécu au quotidien. Effectivement, et personne ne dira le contraire, il existe une volonté de séparer les peuples en créant politiquement une sorte de hiérarchie des tribus ou cumuler des stéréotypes pour maintenir un désordre politique constant. Tout le monde conteste tout le monde dont personne ne veut se mettre d'accord. Et au lieu de justement évoluer et régler nos problèmes en se tournant vers nos origines réelles, on se bagarre pour savoir quel peuple devra détenir le pouvoir politique. Ceci vaut autant pour le Cameroun que pour les autres États africains sous influence extérieure. Pour faire un léger détour sur le mariage supposé interdit plus que tout autre, le mariage Bassa Bamileke, je vais me permettre de le rappeler ou d'informer celles et ceux qui ne nous écoutent pas. Ce lobby fut le plus puissant et le plus percutant dans la lutte pour l'indépendance de ce pays, la vraie. Savez-vous que c'est à l'ouest Cameroun, le fief géographique du peuple Bamileke, que s'est créé l'UPC? Savez-vous que les plus grands intellectuels de ces deux peuples ont marché côte à côte pour proposer un meilleur avenir à notre pays et ainsi se sont opposés ouvertement au maintien de notre pays sous la tutelle occidentale? Savez-vous combien des enfants de ces deux peuples ont donné leur sang dans les résistances armées? Résistance qui a d'ailleurs péjorativement été nommée les maquis. Cela nous fera beaucoup de bien de lire Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique 1948-1991. Je précise ici, et il est important de le préciser, que nous ne faisons aucune hiérarchie des peuples fiers et beaux qui vivent dans notre pays. Tous, sans exception, de près ou de loin, ont été portés par la recherche de l'autonomie et un meilleur être. Je rush évidemment énormément l'histoire, mais globalement voilà. Donc même l'animosité entre Bassa et Bamileke est politique. On ne veut pas que ces peuples s'unissent, donc on crée des conflits qu'on appelle ensuite tribalisme, comme si ça sortait de nulle part. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes en Afrique, on n'est pas frères. Ça fait triste de dire ça, mais c'est réel. Pour beaucoup de personnes, on n'est pas frères. Et c'est important de le rappeler. Beaucoup d'entre nous, quand on se voit dans la diaspora, on dit « Oh, mon frère, ma soeur », en pensant que c'est la couleur de peau qui nous unit. Et ça, c'est une grosse erreur, de penser que parce qu'on est simplement noir, on est frères. Non, les Européens sont blancs, les gens de l'Europe de l'Est sont blancs aussi, les gens de l'Europe de l'Ouest aussi, mais ils ne se considèrent pas comme frères. Un Roumain n'a rien à voir avec un Espagnol. Et pourtant, ils ont la même couleur de peau. Il n'y a que chez nous en Afrique qu'on essaye de faire du forcing en essayant de ramener la couleur de peau à comme base sur laquelle les gens vont s'unir. Dans l'esprit de beaucoup de personnes en Afrique, oui, on n'est pas frères. Mais depuis quand beaucoup de personnes représentent une majorité? Si sur 100 000 personnes, 1000 estiment qu'on n'est pas frères, est-ce que c'est représentatif de la société et du comportement social? Je pense que la réponse est non. Oui, en Afrique, la fraternité ne s'appréhende pas seulement par la couleur de peau. Nous sommes tous noirs ici, c'est normal. Mais sommes-nous tous africains? Est-ce que nous mettons au centre de nos actions, de nos réflexions, l'intérêt de notre continent ou de notre communauté? Là, je ne pense pas. La cohabitation des différentes sociocultures en Afrique est un des leviers clés à l'évolution du continent noir. Mais ceci sera le thème d'une autre vidéo. Il y a un mot qui est très mal compris dans la communauté et qui est volontairement détourné, c'est le mot de kémétisme. Kémet qui veut dire simplement noir. Mais kémétisme est un mot qui a deux définitions. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'adhère parfaitement à une et pourquoi dans l'autre je ne me reconnais pas du tout. Celle dans laquelle je me retrouve, c'est celle de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, en réalité, a fait des travaux que l'on connaît. Alors, ce qui est dramatique, c'est que beaucoup de gens parlent de kémétisme, mais ils n'ont jamais lu Cheikh Anta Diop. Ils ne savent rien de ce monsieur. Peut-être parfois ils connaissent juste un titre de ses livres, mais ils ne l'ont pas lu. D'un, parce que Cheikh Anta Diop c'est compliqué, il n'écrit pas facilement, son écriture est difficile. Ce n'est pas un petit roman ou un arlequin qu'on va lire rapidement. Quand tu lis Cheikh Anta Diop, tu dois mettre ton cerveau en action, surtout pour aller jusqu'au bout. Donc ce n'est pas évident de le suivre. Donc beaucoup de gens ne le lisent pas. Et d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup de personnes qui parlent de kémétisme à gauche, à droite, n'ont jamais lu Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, dont les travaux sont très connus aujourd'hui, avait un objectif très clair quand il était dans sa démarche de recherche. Son but n'était pas, comme certains peuvent souvent le dire, de démontrer que les Égyptiens étaient noirs. Pas du tout. Ce n'était pas du tout ça qui était le cœur de son travail.
Il avait plutôt pour but d'essayer justement d'établir de manière scientifique un lien de parenté entre tous les peuples africains. C'était ça le travail du Cheikh Anta Diop. C'était de se dire, ok, on est sur le même continent, on est tous noirs, on est éparpillés un peu partout aujourd'hui, mais est-ce qu'on a vraiment des origines communes? Est-ce qu'on a des choses qui nous relient? Et dans ses études scientifiques, donc, il s'est rendu compte que notamment par les langues, beaucoup de peuples africains étaient frères initialement. Lisez les œuvres de Cheikh Anta Diop, vous allez voir qu'il a vraiment démontré ça de manière culturelle. Il a vraiment pris le temps de démontrer ça dans plusieurs de ses livres. Il a même pris sur le plan spirituel plusieurs croyances que partageaient plusieurs de ces peuples en commun. Donc le travail de Cheikh Anta Diop consistait à démontrer que les Africains ont un même socle. Et ça, c'est la définition du kémétisme à laquelle j'adhère. C'est un kémétisme qu'on peut vouloir scientifique, un kémétisme qui a pour but, et c'est pour ça que Cheikh Anta Diop demande aux Africains de s'armer de science. C'est un kémétisme qui a pour but de démontrer que les Africains, en réalité, ce sont des frères. Un autre terme aujourd'hui pour parler de kémétisme, en réalité, ce serait panafricanisme. Les panafricains sont des kémites, des gens qui croient au kémétisme. Parce que c'est ça la définition scientifique du kémétisme. Il ne s'agit pas de se dire on est juste frères et sœurs parce qu'on est noir de couleur de peau, mais de pouvoir le démontrer. Quand je dis que je vis en Côte d'Ivoire et que je suis à la maison, pourquoi je dis ça alors qu'on a des frontières qui ont été établies en 1884? Qu'est-ce qui démontre qu'ici, là, il y a des peuples qui sont réellement des peuples frères? C'est démontrable scientifiquement. C'est cette idéologie-là, en réalité, qui est l'idéologie scientifique du kémétisme à laquelle appartiennent des gens comme Cheikh Anta Diop. Mais, il se trouve qu'il y a aussi une autre idéologie derrière le kémétisme. Et ce sont ces deux idéologies-là qui, en réalité, se bagarrent. L'autre idéologie consiste à dire que le kémétisme, c'est le ressource aux croyances spirituelles traditionnelles africaines. Et dans ce registre-là, on a plusieurs personnes dont je tairai les noms ici. Il est très dangereux de réduire la perception de la Renaissance kamite au seul prisme d'Anta Diop. Lorsqu'on sait qu'avant lui, plusieurs écrivains d'origine africaine lui ont servi de repère ou de point de départ et que plusieurs chercheurs après lui ont précisé la perception de la Renaissance kamite à partir d'autres points que lui. Il est totalement faux et dangereux de transmettre aux générations futures l'idée suivant laquelle Diop s'était donné pour mission de démontrer que les peuples du continent noir étaient frères. Les travaux de Cheikh Anta Diop ont établi de manière incontestable trois faits. Le premier, c'est que Kemet a été volontairement, outrageusement rayé de l'histoire de l'humanité et relégué au rang d'accident de l'évolution humaine, que ce soit social, culturel, scientifique, anthropologique et spirituel. Le second fait, c'est qu'il n'existe aucun aspect de la société humaine qui ne retrouve son origine sur la terre des Noirs. Aucun. Et le troisième fait, c'est que le modèle de vie développé par les peuples de la vallée du Nil et de ses confluents est suffisamment digne d'intérêt pour être transmis au monde, mais avant tout, restitué aux Africains ses dignes légataires. Qu'est-ce qu'une définition scientifique? C'est une définition conforme aux exigences d'objectivité, de méthode et de précision de la science. Lui, il ne l'a pas. Imaginez en fait que l'étude de la spiritualité africaine n'ait aucune importance, qu'elle soit une hérésie proprement scientifique. Lorsqu'on est conscient de l'influence qu'elle a eue, du plagiat dont elle a été victime dans toutes les religions dites révélées monothéistes du monde moderne, si ceux-là, dont le modèle de vie semble être la vérité, semble être la plus répandue dans le monde, je parle du système occidental, si ceux-là ont jugé utile d'exploiter notre spiritualité, c'est factuellement, pour reprendre ces expressions, parce qu'elle a de l'importance. J'ai commencé à faire comme Kémy Séba là, c'est lui qui est... Faut que je me reconcentre. Si nous faisons abstraction... Si on fait abstraction des états d'âme et des penchants ethno-culturels et qu'on s'appuie sur des données historiographiques à notre disposition, des documentaires, des analyses archéologiques, des thèses, etc., la Bible, tant dans son contenu que des événements y relatés, est remplie d'incohérences et de récits propres à d'autres cultures que celles juives. Je vous conseille de lire Le mensonge universel de Yankovic, le don de Canaan aux Juifs promis par l'Éternel, qui parlait bien d'esclavage et de spoliation. Le livre de Josué, chapitre 6. Deutéronome 11, à partir du verset 10. Il y a même un article qui illustre notre propos. Il a pour titre La conquête de Canaan, un génocide. Je vais vous laisser ce lien en description. Et ensuite, je vous demande tout simplement de lancer une recherche sur internet avec pour phrase les incohérences dans la Bible. Vous pouvez vous-même faire une chaîne YouTube des incohérences bibliques tellement il y en a. Encore une fois,
Kamite ne signifie pas raciste, Kamite ne signifie pas anticlérical, Kamite ne signifie pas anti-blanc. Kamite signifie fils de Maat. Et lorsqu'on sait ce que signifie Maat, on comprend contre quoi s'insurge le Kamite et ce qu'il prône. La Maat, c'est la philosophie kémite, le socle de pensée de l'action du peuple noir authentique. Il n'est pas possible à un peuple de s'affirmer et de s'élever sans besoin de marcher sur les autres s'il ne se connaît pas, s'il n'a pas d'identité qui lui soit propre. Et écarter la conception spirituelle de notre identité, c'est déjà nier un aspect de notre essence profonde. C'est clairement déjà se nier. Je n'ai jamais vu un Chinois de Chine qui est né et a grandi là-bas se faire appeler Edouard ou François ou je ne sais quel autre nom occidental. Comment est-ce qu'il est possible que moi qui suis ici, qui ne suis jamais sorti d'Afrique depuis ma naissance, je porte un prénom occidental? Quand je parle de se nier, c'est de ça dont je parle, c'est ce que je veux dire. Absorber la culture de l'autre et mépriser la sienne. Faites le parallèle avec tous les peuples souverains et dites-moi si vous en voyez un seul qui se comporte comme les Noirs. Et donc eux, leur objectif, c'est de nous faire comprendre que les Africains sont aliénés parce qu'ils ont adhéré à des religions venues d'ailleurs, christianisme et islam. D'ailleurs, petite parenthèse, tous ceux qui pensent que le christianisme est entré en Afrique au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au moment de l'esclavage, font preuve d'une ignorance criarde sur ce que c'est que le christianisme. Font preuve d'une méconnaissance insultante en 2021. On a énormément d'éléments qui permettent de savoir aujourd'hui que dès les balbutiements du christianisme, le christianisme est entré en Afrique et c'est clairement répandu en Afrique. Vous savez, c'est très facile dans le rejet de l'Occident de lui attribuer tout. Est-ce que l'Occident s'est servi du christianisme pour pouvoir coloniser, esclavagiser? Oui, bien sûr. Ils s'en sont servis parce qu'ils se sont rendus compte que quand on s'attaque à la spiritualité de quelqu'un, on le dépouille de ce qu'il a de plus précieux. Donc oui, ils s'en sont servis. Est-ce que ce sont les premiers à l'avoir fait? Non. Si vous regardez bien dans l'histoire des conquêtes dans le monde, vous allez bien vous rendre compte que quand la Rome et les autres personnes parvenaient à conquérir des espaces, ils s'imposaient avec leur langue. Parfois même on détruisait des peuples, on détruisait tout ce qui appartenait au peuple, on tuait, brûlait tout le monde et brûlait toutes les statues que ces peuples-là avaient. On exterminait tout le monde. Donc les manières de pouvoir s'imposer ont souvent été différentes. Et pour ce qui est donc de l'Europe, quand l'Europe est arrivée en Afrique, elle a pris effectivement une méthodologie que l'on connaît tous. Elle s'est servie de la religion chrétienne pour pouvoir aller conquérir des espaces. Mais là-dessus, il faut qu'on se dise deux, trois vérités. La première, c'est que quand on a lu la Bible, un temps soit peu, on sait bien que tout ce que ces personnes ont pu faire est contraire à la Bible elle-même. La Bible n'a jamais demandé d'esclavagiser qui que ce soit. Et elle n'a jamais demandé à quiconque d'asseoir une domination matérielle ou de piller un autre peuple. C'est même tout ce qui est contraire à ce que la Bible demande. En réalité, quand on dit que les Africains sont très chrétiens, c'est très faux. C'est absolument faux. Parce que si les Africains appliquaient vraiment le christianisme, on n'aurait pas de tribalisme. Jésus demande d'aimer son prochain comme soi-même, et il ne demande pas d'en faire une différence. Si les Africains étaient réellement chrétiens, il n'y aurait pas de corruption ici, parce que la corruption est formellement interdite dans le christianisme. Si les Africains étaient réellement chrétiens, il y aurait énormément de choses qui auraient disparu d'ici. Et aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent, oui, mais l'Europe est chrétienne. Mais là aussi, c'est faux. L'Europe n'est pas chrétienne. Ça, c'est archi faux. La civilisation de référence en Europe, c'est la Grèce antique. La Grèce antique n'était pas chrétienne. Quand on parle tout le temps on dit qu'en Afrique, c'est ce que Cherental n'a pas démontré, c'est que l'Égypte est la civilisation antique de laquelle sont partis plusieurs peuples sur le continent par la suite. J'ai déjà fait une vidéo qui explique en détail l'origine du christianisme en Afrique. Et c'est vrai, ça n'a pas commencé avec les missionnaires, mais c'est un mensonge de dire que ça s'est fait sans violence et dans la paix du Christ. Vous pouvez aller regarder la vidéo plus détaillée, mais en résumé, voici ce qui s'est passé. Le christianisme a été imposé à l'Afrique par les Romains au terme de 400 ans de violence, prélude de celle des esclavagistes européens plus tard. Le christianisme est entré en Afrique par l'Égypte. Les gardiens de la spiritualité égyptienne ont vu leur corpus modifié et adapté par une tendance religieuse totalement étrangère à la terre-mère. Corpus intégré dans le christianisme orthodoxe copte. C'est ce christianisme orthodoxe copte qui a été imposé à l'Éthiopie et au Soudan. L'Éthiopie est le 6e pays africain à avoir connu le christianisme après les 5 pays d'Afrique du Nord sous domination romaine. Et toute la confusion sur le rôle fondateur de l'Éthiopie dans le christianisme vient du Kebra Nagast,
Un ouvrage écrit au XIVe siècle dans un esprit d'aliénation culturelle. Dire de l'Europe qu'elle n'est pas chrétienne, c'est une demi-vérité. En fait, je dirais même que c'est un mensonge. L'Europe, dans sa dynamique hégémonique, s'est servi de la Bible et de son idéologie pour créer un socle commun en Europe, mais aussi pour annexer toutes les civilisations à qui elle avait l'intention de s'attaquer. Donc c'est faux. Les grandes dates historiques contemporaines européennes en sont la preuve. Et s'agissant de l'Afrique et de son rapport au christianisme, la lettre de Léopold II à ses missionnaires est un résumé de la vérité. On pourrait certainement spéculer sur la véracité du discours du roi Léopold II devant ses missionnaires. Une fausse polémique née il y a quelques années au prétexte de valoriser les échanges entre cultures et tendant à démontrer que de fausses informations sont véhiculées auprès des communautés noires pour les braquer contre le grand ennemi blanc. Mais ce qui est certain en revanche, ce qui n'est pas du tout une polémique, ce sont les atrocités à l'égard des Congolais tués et mutilés pour son enrichissement. Dissocier les actes commis par les puissances coloniales et impérialistes, autant à l'endroit de l'Afrique que des autres régions colonisées du monde, dissocier ces actes du contenu de la Bible en prétextant que cette dernière ne justifie en rien ces actes est naïf et dangereux comme position. La prise de Canaan et les conditions brutales du vol de cette terre, la prise de Babylone, les événements de Jéricho et plusieurs autres encore, tous sont des récits de barbarie et traduisent la réalité de la conception des rapports entre communautés conçus par le monde occidental. L'Afrique a été volontairement sous-alimentée ces dernières années en savoir authentique et en savoir vérifiable. Et c'est cette quintessence de l'historiographie dont les plus grands représentants s'accordent sur la prééminence ou l'antériorité indiscutable des corps de sciences noirs ainsi que du corpus spirituel. Pour le spirituel noir, l'homme à la recherche de la perfection est perfectible en toutes choses. La quête de sa vie sera de préserver tout équilibre qui lui aurait précédé afin de le transmettre aux générations suivantes dans les meilleures conditions. Partant de ce principe universel, toutes les règles sociales naissent, toutes les règles spirituelles se justifient et l'on obtient le modèle éthique si complet et si peu connu des légataires légitimes que sont les Africains. La véritable honnêteté scientifique, intellectuelle ou morale voudrait donc qu'on s'abstienne de vendre au peuple africain la Bible comme corpus naturel de moralité, encore moins de corpus le plus ancien. Qu'on arrête donc de nous marteler avec l'idée qu'il y a du bon dans la Bible sans laisser la possibilité de vérifier par tout panorama sur la question spirituelle et surtout sans dénigrer incultement certaines spiritualités au détriment d'autres. Nous avons notre propre moralité, notre propre éthique, notre propre humanité. Une humanité bien antérieure à toutes les autres et bien plus vaste qu'un rituel de connexion aux ancêtres. Lui-même mal connu et donc mal décrit. Et cela vaut également pour toutes les autres révélations religieuses utilisées en Afrique à vocation expansionniste. Et les travaux de Cheikh Anta Diop ont démontré ça. C'est pour ça qu'il parle beaucoup d'Égypte. C'est pas pour démontrer que les Égyptiens sont noirs. C'est parce qu'il veut démontrer que de l'Égypte sont partis plusieurs peuples qui ont derrière peuplé le continent. Et ces peuples-là ont des choses en commun. Et ils le démontrent par leur spiritualité, par leur culture, par leur langue, ainsi de suite. Je ne vais pas me prononcer à ce niveau. Je vais laisser Cheikh Anta Diop lui-même parler. Vous citez, ou le beau poème que vous citez, il est dans National. Je l'ai cité. L'émotion est nègre et la raison hélène. Cette dichotomie, je l'ai combattue, c'était même une des raisons. Vous voyez bien la différence qui nous sépare de toute cette littérature. Comment voulez-vous, il faut prendre connaissance au moins de tout cela. En tout cas, c'est en toutes lettres dans National où je montrais qu'il n'y a pas, d'une part, un monde blanc rationnel seul, auquel seul la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexes de subordination. C'est contre cela que j'ai lutté toute ma vie. Ne venez pas me servir donc ces idées-là. C'est la preuve que vous n'avez pas lu. Et même, j'ai cité en plus Césaire, quand Césaire dit ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni l'électricité, etc., etc. C'était aussi un peu une littérature de la même veine, malgré les prodiges poétiques de Césaire. Ce magicien du verbe qui est extraordinaire, qui vous envoûte. Mais je n'étais pas d'accord avec le contenu. Et je l'ai dit, et il m'a compris. Les aspects qui s'orientent le plus vers l'avenir dans la civilisation occidentale plongent leurs racines
dans l'Antiquité gréco-latine, mon attitude n'est pas une attitude passéiste de quelqu'un qui se délecte du passé. Toute mon activité est tendue vers l'avenir. Et ce passé, je le déblaye tout simplement pour rendre possible l'édification d'un corps de sciences humaines. Lorsque pour la première fois je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique, je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais, on fausse même la psychologie humaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil ténu qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. De pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce qu'il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de Rivet qui étaient en vigueur. L'Afrique était peuplée à partir de l'Océanie. Donc, le noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sommes venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, c'était les Pygmées. Le noir a devancé le blanc est venu, s'il est plus fort, il évince le noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quant à l'origine réelle du noir, ça se perdait dans la nuit des temps. Et notre histoire était enseignée avec des dates qui apparaissaient comme des contes d'épiciers. Alors, devant une telle situation, la seule chose qui m'intéressait, c'était, j'étais habité par la certitude, a priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des Noirs capables, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné. Ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne pouvais pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Mais l'Égypte est à l'Afrique ce qu'est la Grèce à l'Europe. Donc quand on dit que les Européens sont chrétiens, c'est faux. La civilisation de base européenne, c'est la Grèce. Et la Grèce n'était pas chrétienne. Pas du tout. Donc il y a beaucoup d'ignorance dans ces sujets-là qui sont véhiculés parce qu'on veut chercher un ennemi rapide et facile. On veut dire que le blanc est notre ennemi et on doit le détester en fait. Et pour ça, on trouve tout ce qu'il est possible et on le lui colle sur le dos. Oui, il y a vraiment beaucoup d'ignorance sur ces sujets-là. L'Égypte n'est pas la base de l'Afrique, mais la cristallisation. Ce n'est pas de l'Égypte que partent les autres civilisations pour aller peupler le reste du continent, mais ce sont les autres civilisations africaines qui sont allées se concrétiser en Égypte avec un corpus civilisationnel fusionné de l'ensemble de leur culture, de leur identité unique et vécue de manière plurielle. Ce corpus sera appelé Sematawi. D'où parfois le fait que les gens disent Otep Sematawi. Ça vient de là. Que le blanc a colonisé, oui. Est-ce qu'il a esclavagisé, oui. Ça, c'est factuel, c'est vrai. Mais aujourd'hui, parce qu'on veut maintenir une haine dans la communauté, certaines personnes qui sont ultra minoritaires, je tiens à le préciser, les personnes qui ont ce type de courant sont ultra minoritaires. Je suis en Afrique tous les jours et tout le temps. Et les gens qui ont ce type de croyances-là ne sont pas les plus nombreux ici. Mais on veut trouver un ennemi et c'est facile. On accole une couleur de peau et c'est facile, l'ennemi c'est le blanc.
Mais vous savez, on peut mentir une partie du peuple tout le temps. On peut mentir tout le peuple un temps, mais on ne peut pas mentir tout le peuple tout le temps. Et le but pour moi de parler de ce sujet, c'est parce que je pense qu'il y a là-dedans beaucoup de personnes qui, de manière naïve, se laissent entraîner sur des choses qui ne sont pas factuellement démontrables. D'ailleurs, ce soir, on va faire un live sur cette thématique spéciale. Et ceux et celles qui voudraient qu'on puisse en parler en toute fraternité, parce que je considère que les personnes qui sont kémites sont des frères. Je n'ai aucun problème avec ça. Je travaille avec des kémites, je fais du business avec des kémites. Donc on pourra en parler sans aucun problème ce soir. Par contre, ce que je constate quand même, et ça c'est un fait qu'il faudrait pouvoir relever, c'est que la plupart des personnes qui viennent nous parler de kémitisme et d'amour d'Afrique ne sont pas en Afrique, n'y vivent pas, n'y viennent pas. Ils restent derrière leur petit canapé en Europe et ils nous disent que nous, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes aliénés. Nous qui sommes sur le continent, nous qui travaillons ici tous les jours, nous sommes quand même aliénés parce que nous ne croyons pas au culte des crânes. Personnellement, je ne crois pas au culte des crânes. Très clairement, je ne crois pas du tout au culte des crânes et je n'y crois pas parce qu'on m'a dit quelque chose. Je n'y crois pas parce que j'ai lu, je me suis renseigné sur le culte des crânes. Je ne crois pas qu'un ancêtre qui est décédé peut faire quelque chose pour moi qui suis vivant. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que mon ancêtre qui est mort pauvre peut m'aider à m'enrichir, moi qui suis riche, moi qui suis sur la terre aujourd'hui. Et je pense que quelque part, il faut qu'on se dise la vérité. Le peu de succès qu'on a aujourd'hui sur investir au pays gêne énormément. Il gêne énormément parce qu'il vient démontrer en fait que beaucoup de ces concepts, de ces théories sont fausses. Beaucoup de gens nous disent que si tu veux réussir, il faut que tu ailles avoir la protection des ancêtres. Je n'ai la protection d'aucun ancêtre. Je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et pourtant, on a quand même pas mal de réussite dans nos affaires. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on a de la réussite? Vous savez, c'est facile d'endoctriner les gens et de les amener dans un couloir parce qu'on veut que tout le monde y croit. Moi, je n'ai rien contre le fait que les gens croient à ça. Que les gens croient qu'il faut aller voir les ancêtres, qu'il faut prier sur des crânes, qu'il faut dire des paroles. Certains croient ça, moi je ne le crois pas. Et de manière factuelle, quand je regarde ma vie, et je regarde la vie des gens qui croient ça, je ne les envie pas. Sur aucun point, je ne les envie. Vraiment aucun point. Donc, pour revenir sur le sujet en question, je suis kémite parce que je suis panafricain, parce que je crois que les Africains sont frères, qu'ils ont une origine commune. Je crois, comme Cheikh Anta Diop, qu'on a une base commune. Par contre, là où je diverge d'une certaine branche du kémitisme, c'est celle qui consiste à dire que les religions chrétiennes musulmanes sont des religions étrangères et qu'il faudrait donc que l'on s'en débarrasse. Partant de la session suivant laquelle, en tant que kémite chrétien, M. Simo ou M. Captieux ou encore M. Ondoa etc. soutiendrait qu'honorer ses ancêtres défunts n'est bénéfique en rien pour lui, particulièrement parce qu'il est vivant et présent, nous sommes frappés par une interrogation simple. Le Christ, présenté dans les écritures chrétiennes, le prophète prophétié depuis la Mecque, le libérateur du peuple juif, ont été, suivant la propre description de leur instigateur, des êtres de chair et de sang. On est bien d'accord. Donc il est fait de chair et de sang. Quel est donc son statut aujourd'hui? Est-ce que c'est un être mort ou un être vivant? Et si nous les rangeons dans la seconde catégorie, c'est-à-dire des êtres morts, pourquoi leur vouer le culte qui leur rend aujourd'hui si célèbre? Parce que la réalité de la transcendance de l'être par-delà la mort ne se discute plus. Plus personne ne remet en question cela. La transcendance de l'être par-delà la mort, une fois de plus, nous parlons d'un concept spirituel bien plus vieux que le monde occidental lui-même et qui s'est représenté sous le symbole de l'encre. Aux bien-pensants, nous vous laissons le soin de tirer les conclusions qui s'imposent à défaut de nous apporter des répliques. Quand les chrétiens exécutent la litanie des saints, ils s'adressent à qui? Aux vivants ou aux morts? Lorsque le pape brandit des reliques à l'assemblée des croyants, de quoi se composent ces reliques? Pour information, relique vient du latin relicae signifiant reste. Ce sont les restes matériels qu'a ou qu'aurait laissé derrière elle en mourant une personne physique vénérée. Soit une partie de son corps, soit d'autres objets qu'elle a eu ou avait, pour certains croyants, sanctifiés par son contact. C'est une définition française, factuelle. C'est un fait, c'est leur langue, ils choisissent leurs mots. Et enfin, si nous admettons la réalité de l'existence par-delà la mort,
Pourquoi traiter de ridicule ou dénigrer la certitude que depuis un autre plan d'existence, les hommes puissent continuer d'interagir avec ceux qui foulent encore la terre? Non, ce n'est pas si ridicule que ça, vu qu'on admet qu'il y a un autre plan d'existence. Pourquoi faire comme si ça devient tout d'un coup ridicule, comme si c'était insensé, alors que tout le monde le fait, alors que toi-même tu le fais, alors que nous tous on le fait? Pourquoi? Ensuite, j'aimerais savoir si, est-ce qu'un enfant qui rejette l'amour de son père, de ses parents, cet amour cesse d'exister ou d'agir? Je ne pense pas. Un enfant a beau détester son parent, un enfant a beau détester son parent, lorsque il a un accident, lorsqu'une voiture le cogne par exemple, c'est son parent qui court le premier l'aider. C'est son parent qui court payer ses frais d'hôpital. C'est son parent qui court vérifier si tout va bien, si elle n'a pas eu des séquelles. Est-ce qu'elle pourra remarcher normalement? Est-ce qu'elle pourra tenir un bic normalement? Est-ce que tout va normalement? Donc ce n'est pas parce que vous n'aimez pas vos parents que vos parents ne vont pas vous aimer. Non. Certes, ça va jouer énormément. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont cesser de vous aimer. L'endoctrinement, le dogmatisme, l'uniformisation du monde dont il fait référence ne sont que des caractéristiques du monde occidental que l'on tente de coller à l'Afrique dans cette vidéo. L'Afrique antique n'a jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. La Mahat n'impose rien à qui que ce soit. Elle se contente d'être. C'est d'ailleurs pour cette raison que malgré le corpus spirituel commun, il y a autant de diversité et de pratiques que de nombre de peuples sur notre continent. Donc non, personne ne donne un dogme à personne, de sorte que si tu n'es pas dans ce dogme, on te blacklist. Personne. Vous savez, tout ce qui vient de nos parents n'est pas forcément bien. Ce n'est pas parce que mes parents croyaient en quelque chose que c'était bien. Ce n'est pas parce que mes parents avaient certaines coutumes et traditions qu'elles étaient bien. Dans ces plusieurs coutumes et traditions en Afrique, on croit à la polygamie. Moi, je ne crois pas à la polygamie. Dans beaucoup de coutumes et de traditions africaines, le régime qui prévaut, c'est la polygamie. Moi, je ne crois pas à la polygamie. La polygamie n'est pas une croyance pour croire ou ne pas y croire. Une fois de plus, je vous invite à regarder en description. J'avais déjà traité en fait la question de la polygamie dans une vidéo de réponse à Jaïde Cameron. Traiter de la question de la croyance ou de son acceptation reviendrait un peu à se prononcer sur la croyance dans les feux de signalisation routière. Ces feux ont une importance, une utilité selon l'endroit de leur implantation. Et ça ne tient en rien avec ce qu'on pourrait en penser. En fonction de l'endroit où les feux de signalisation sont placés, une certaine utilité se dégage de ça ou pas. Il ne s'agit donc pas de croire, mais de comprendre la fonction. Et si ça existe, ce n'est pas pour rien. J'ai déjà dit ça jusqu'à. Si quelque chose existe, ce n'est pas pour rien. Il faut comprendre pourquoi. Je rappelle encore qu'il ne s'agit pas pour nous de réfléchir à la place de quiconque, mais de présenter des faits, des éléments dénudés de toute inclination, vous encourager à vérifier ce qui vous est dit et à tirer vos propres conclusions. Vous êtes libre en fait de faire ça. N'écoutez pas, vérifiez. Parce que c'est à partir de la vérification au moins qu'on peut se dire ok, je prends position par rapport à, pas simplement en écoutant. Ne m'écoutez pas moi non plus. Vérifiez ce que je dis. Clairement. Un autre point qui est important, c'est que les peuples ne sont pas figés, fixés à un moment donné. L'histoire des peuples évolue. Quand on me parle de la France aujourd'hui, on parle du christianisme. Les Français sont chrétiens? C'est quelle blague ça? La France a légalisé le mariage homosexuel. Quelle est la France qui est chrétienne? On se moque de qui quand on dit ça? On se moque de qui quand on dit que l'Europe est chrétienne? L'Europe n'a rien de chrétien. Aujourd'hui en tout cas. Du point de vue chrétien, l'Europe est dépravée. L'Europe est le cœur même, l'un des fiefs du péché et du vagabondage dans le monde entier. Et voilà l'espace que certains considèrent comme chrétien. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais allé au fond des choses. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. J'ai entendu des gens dire « Oui, mais moi, j'étais chrétien avant, maintenant, j'ai arrêté d'être chrétien. » Vous savez, c'est personnel, et je ne suis pas là pour parler de ça, mais je ne suis pas devenu chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Je n'ai pas grandi dans un contexte chrétien, pas du tout. Je me suis converti très tardivement au christianisme.
Et je me suis converti au christianisme suite à une expérience personnelle. Donc je ne crois pas au christianisme, je ne crois pas en Jésus-Christ parce que les Blancs sont venus ou les Blancs n'ont pas fait. Non, je crois au christianisme parce que j'ai eu une rencontre personnelle dans ma vie. Une rencontre. Et je parle bien d'une rencontre personnelle avec Dieu. Donc je ne suis pas en train de raconter des X, Y, Z, pas du tout. Je parle de quelque chose d'authentique que j'ai vécu. Donc quand j'entends les gens venir dire « Oui, j'étais chrétien, j'allais à l'église », non, aller à l'église ne signifie pas que vous êtes chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui rencontre Dieu et avec qui Dieu marche au quotidien. Si vous n'avez pas vécu cette expérience-là d'une rencontre réelle avec Dieu, vous étiez juste un religieux. Si vous lisez un peu la Bible, Jésus lui-même l'a dit, le jugement commencera par l'église. Et beaucoup de personnes qui sont dans l'église et se disent chrétiens, en réalité, n'ont jamais été des enfants de Dieu. Donc je veux bien que les uns et les autres fassent plein d'amalgames, qu'ils mélangent beaucoup de choses. Mais quand vous avez rencontré Dieu, vous n'êtes plus le même. Il vous change radicalement. Et ceux qui me connaissent voient très bien l'avant-après. Mais mon but ici, ce n'est pas de venir parler fondamentalement de ma foi, mais c'est d'expliquer aux uns et aux autres que l'agressivité, la violence avec laquelle vous pavanez, sans avoir aucun fait pour vous, n'a pas de sens. Je crois que je connais quand même pas mal de personnes sur ce continent qui ont des réussites fulgurantes. Elles ne sont pas achémites, dans le sens où elles vont croire et prier sur des crânes. Je connais beaucoup de personnes que j'ai interviewées même sur la chaîne qui ne sont pas kémites, qui ne croient pas au crâne et qui ont des réussites fulgurantes. Dangote ne croit pas au crâne. Tony Elumelu est chrétien, il ne croit pas au crâne. Donc, ne venez pas nous faire croire que pour qu'on se développe en tant que continent, économiquement, on a besoin de retourner au crâne. Ça, c'est faux. Le principe économique résiste à des principes. Très simple. On applique ces principes, ça marche. L'Égypte antique a rayonné à l'époque parce qu'elle appliquait des principes. La Grèce a appliqué ses principes. La Perse a appliqué ses principes. L'Angleterre a appliqué ses principes. Les États-Unis appliquent ces principes. Tous ceux qui appliquent ces principes réussissent. L'Inde a appliqué ses principes. Le Japon a appliqué ses principes. La Corée du Sud récemment a appliqué ses principes. Et en 40 ans, on a vu leur émergence économique. Et ce n'est pas parce qu'ils sont allés rentrer à des croyances X, Y, Z. Moi, je ne crois pas à ça. S'il y a bien une chose qui est symptomatique de la mentalité d'inculturation, c'est bien le fait pour une personne descendante d'un continent de se réclamer plus qu'engagé dans la promotion, la divulgation, la protestation et la compréhension des concepts qui lui ont été imposés dans des conditions assez dramatiques, au point de s'en faire plus fervent défenseur que ses auteurs eux-mêmes. Moi, je ne crois pas qu'il y a un Dieu dans le monde et que chaque peuple sur terre a sa manière à lui de pouvoir s'adresser à ce Dieu-là. Je crois à la cohérence d'un Dieu unique. Et je crois que s'il y a un Dieu unique, alors, peu importe là où nous sommes sur la planète, nous avons le même rapport avec lui. C'est logique et c'est cohérent. C'est ce que je crois. Donc je crois que le blanc, le noir, le jaune ont le même Dieu. Où qu'ils soient sur la planète, ils ont le même Dieu. Et donc je ne crois pas que les noirs ont leur crâne, que les blancs ont leur sorcière, que les asiatiques ont leur hindouisme, vaudou, tout ce que vous voulez. Non, ça je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Mais ça c'est moi. Et j'ai le droit de croire à ce que je veux croire. Ça n'engage que moi, les miens. Je crois à ça. Il se trouve que c'est avec ça que j'avance dans ma vie. Donc ce que ça gêne, que je crois à autre chose, je suis désolé les amis, mais je ne peux pas faire grand chose pour vous. Dans le christianisme, il y a plusieurs façons de prier Dieu. Dans l'islam, il y a plusieurs pensées et approches. Dans le bouddhisme, il y a même 30 branches différentes. Comment pouvez-vous imaginer un célestin qu'il n'y ait qu'une seule façon unique et recommandée de s'adresser au Créateur? Et surtout, sur quelle base s'appuyer pour dénigrer une autre? Pensez-vous vraiment que le lion et l'antilope devraient prier le même Dieu? Il y a d'ailleurs un mème qui illustre très bien cette situation, très bien ce raisonnement. C'est un prêtre perdu en pleine savane qui prie Dieu pour ne pas qu'un lion le dévore. Et pendant ce même temps, le lion prie aussi Dieu pour bénir son repas, à savoir le dit prêtre. Comment les deux peuvent avoir le même Dieu? Expliquez-moi, comment c'est possible?
Comment des personnes qui ont des réalités différentes peuvent avoir le même Dieu? Comment c'est possible? Expliquez-moi. Il ne peut pas y avoir une seule façon de s'adresser à lui, une seule méthode de s'adresser au Créateur. Je vais même couper ça au montage. Il énerve les gens. À côté des blagues et des calembours même, il y a un fait historique vérifiable très troublant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les prêtres aumôniers étaient détachés auprès des troupes pour bénir leurs armes et leurs soldats. Avant de préciser ici qu'il s'agissait de soldats allemands et alliés, allez savoir de qui Dieu était le supporter. Si vous avez quelques heures devant vous, vous pourrez réfléchir et vous projeter. D'imaginer en fait un monde sous le joug d'une universalité absolue. C'était le défi de la vidéo quand je l'avais réalisé. Un monde sans religion, est-ce possible? Le défi était d'imaginer un monde où il y a une universalité absolue, où tout le monde est d'accord et tout le monde se comporte de la même façon. Les résultats sont effroyables. Les résultats sont invivables, tout simplement. Les résultats, ce n'est même pas possible. Je ne sais même pas pourquoi je dis effroyable, invivable. Ce n'est même pas possible parce que un poisson ne va jamais aussi bien marcher qu'un humain. Le poisson a sa réalité, l'humain a sa réalité, le guépard a sa réalité, l'insecte a sa réalité. Ce n'est même pas possible. Donc, vouloir mettre une universalité sur quelque chose qui ne peut pas être universel, ce n'est pas malin. Il y a de très fortes chances que vous vous trouviez dans un monde dénué de logique et de cohérence. Si vous réfléchissez ainsi, ce n'est même pas possible. Non. Bref, ne nous égarons pas. Ne nous égarons pas. Continuons. Et ce n'est pas bon la façon dont il conclut cette partie. Il se dédouane encore une fois de ses responsabilités d'avoir induit plein de personnes en erreur. Il est suivi et influent. Donc, beaucoup de personnes ont donné raison à ses réflexions totalement biaisées et en rien scientifique ni factuel. La croyance, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Mais pour ce qui est du lien que certains veulent faire avec la religion, on diverge totalement. Et je vais terminer en vous donnant un exemple qui est très frappant. Vous regardez vous-même dans vos pays. Les zones dans lesquelles il y a le plus de croyances au crâne et à la spiritualité africaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est parallèlement les zones les plus pauvres du pays. Je dis ça, mais regardez, hein, les zones dans lesquelles il y a le plus de croyances. Vous allez chez les Camerounais, les Bamileke sont ceux qui sont les plus connus pour être très croyants, très fervents. Allez à l'ouest. Les gens sont très pauvres à l'ouest. Très, très, très pauvres à l'ouest. Très, très, très pauvres. Est-ce que vous êtes même déjà allé à l'ouest? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'exode rural dans nos villages? Parce qu'en général, c'est dans les campagnes, les villages retirés, que ce type de croyance-là existe encore. Parce que quand on dit que les Africains ont rejeté leur religion, non, c'est faux. Beaucoup d'Africains croient encore à ça. Même nos politiques, quand ils ont des élections, ils vont au village pour se faire laver, pour apprendre des incantations, tout ça. Et pourtant, ces endroits sont parmi les endroits les plus pauvres du pays. Si donc ces endroits-là étaient supposés marcher, moi je suis factuel. Si nos ancêtres pouvaient changer notre quotidien, mais ils changeraient quand même le quotidien d'abord de ceux qui y croient plus que tout le monde. Et j'entends qu'ils disent, oui, mais les Africains se sont christianisés. Non, on leur a imposé le christianisme, déjà un faux christianisme. Et le christianisme n'a jamais dit qu'il était une religion qui permettait aux gens de s'enrichir. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il venait pour enrichir les gens. Ce n'est pas ça son credo. Donc il n'y a rien de choquant à ce que quelqu'un soit chrétien et qu'il ne soit pas fondamentalement riche. Ce n'est pas ça le but du christianisme. Le but du christianisme, c'est de sauver ton âme pour l'éternité. Par contre, quand on nous dit que nos ancêtres, eux, peuvent améliorer nos vies, peuvent nous protéger, peuvent nous guérir et ainsi de suite, je me demande comment ils le font quand les adeptes qui y croient le plus sont pauvres. Je me demande comment ils le font quand eux-mêmes ici, quand ils ont vécu, ne parvenaient pas à s'en sortir. Chacun sa croyance. La mienne, je vous l'ai exposée aujourd'hui. J'espère que je ne reviendrai plus sur cette thématique. Caricaturer la spiritualité africaine, la réduire à l'état de rituel, tout aussi obsolète que barbare,
est la marque même de sa méconnaissance et d'un travail parfaitement accompli de déculturation. Quel intérêt de reprocher à la spiritualité africaine la même chose qu'on dédouane et encourage dans le christianisme ou les autres religions dites révélées? L'auteur de cette vidéo fait vite de dire que ceux qui pratiquent des rituels selon lui vides de sens, en l'occurrence le culte des crânes, sont les plus pauvres et qu'ils devraient être les premiers à se faire aider matériellement par les ancêtres. Mais juste après, il semble soutenir que le christianisme ne garantit pas le matériel, alors que son argumentaire reposait sur le fait que la spiritualité africaine ne donne rien. Donc comme ça ne donne rien, il n'y a aucun intérêt à le faire. Est-ce qu'il a été dit qu'être kamite garantissait le matériel? Si on doit même aller sur ce point, il y a combien de chrétiens, de musulmans, de juifs, etc. qui vivent dans l'extrême pauvreté, complètement perdus, analphabétisés, perdus dans leur lieu de culte, au niveau d'un abrutissement tel que on est même choqué. À un niveau d'abrutissement tel que nous sommes abasourdis, on n'a même plus de mots, on ne sait même plus quoi dire pour les convaincre de simplement se remettre en question et de se poser des questions. Juste de se poser des questions. Tellement leur aliénation atteint des sommets. Et c'est même ça. Maintenant, en ce qui concerne le peuple dont il parle, celui qui pratique le culte des crânes, les Bamileke, c'est de loin, et tout le quartier peut le témoigner, l'un des peuples les plus dynamiques, les plus indépendants économiquement de tout notre continent. Au point où c'en est devenu une fierté nationale. Qu'il soit aimé ou critiqué, tout le monde l'est sur Terre. Ce n'est pas le débat. Pas du tout. S'agissant de la corrélation entre culture et développement économique, les pays qui ont été riches et qui le sont actuellement n'ont pas pour commun d'appliquer les mêmes principes. Au contraire, ils ont en commun le fait d'avoir su développer leurs propres principes. Chaque nation, chaque peuple, chaque civilisation a pour vocation hégémonique de développer ses propres théories économiques, sociales et civilisationnelles. Il n'existe rien d'universel qui s'applique à tout le monde. Je vais répéter ça combien de fois? Il n'existe rien d'universel. Et si nous n'arrivons pas à nous développer, c'est tout simplement parce que nous voulons prendre des modèles qui ne sont pas les nôtres pour les appliquer chez nous. Et on a rapidement fait de trouver notre propre culture comme le responsable de cet échec. C'est faux, c'est justement l'inverse. C'est parce qu'on ne la pratique pas qu'on échoue. Parce qu'il y a deux niveaux de kémitisme. Un auquel j'adhère, celui du panafricanisme, celui qui est scientifique, intellectuel, c'est celui de Cheikh Anta Diop. Et puis il y a un autre, dans lequel on te dit que tu n'es pas un vrai Africain, tu es aliéné si tu ne pries pas les crânes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez remarquer que les gens qui vous disent ça, ils vous disent ça depuis l'Europe. Ils vous disent ça depuis l'Europe. Certains d'entre eux ont même épousé des femmes occidentales ou asiatiques. On en a vu sur cette chaîne. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut être cohérent. Il y en a qui disent ça et derrière ne reviennent pas en Afrique. Mais je me demande si vous avez jamais vu un crâne de vos yeux. Vous parlez des cultes de crâne. Vous savez à quoi ça ressemble? Ou vous en parlez juste comme ça? Parce que c'est tendance. Certains d'entre vous, si on vous met dans une maison avec des crânes, vous allez uriner sur vous. Vous savez de quoi vous parlez? Quoi qu'il en soit, ce soir, on parlera de ce sujet en live. Partagez la vidéo. Moi, mon objectif, c'est toujours d'être dans une démarche pédagogique de discussion. Je ne dis pas que j'ai raison, surtout. Je dis juste ce que je crois. Ce qui m'interpelle. Aussi simple que ça. Quand on me dit que la Chine s'est développée parce qu'elle est retournée à ses traditions et autres, non, c'est faux. La Chine, c'est un peuple multimillénaire. Pendant très longtemps, la Chine a cru à elle-même ses propres histoires et elle ne se développait pas. C'est quand elle a changé de stratégie économique qu'elle a amélioré ses résultats économiques. Donc, si les Africains veulent changer le monde, s'ils veulent se développer, ils doivent vaincre les maux qui sont les leurs. Et les maux qui sont les leurs, on les connaît. C'est la mauvaise gestion de nos États. On n'a pas besoin de retourner à la spiritualité africaine pour que nos États soient bien gérés. Non. On n'a pas besoin de retourner à la spiritualité africaine pour le tribalisme. Non, ça ce sont nos problèmes, on les connaît. On a des atouts, des outils pour pouvoir vaincre tout ça. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et on en parle ce soir. Et puis après, on avance. Ciao.
Aucun Africain authentique n'a conceptualisé le kémitisme. Ce dogme n'est pas kamite et il ne doit pas être associé à la spiritualité kamite. Tant que nous n'aurons pas compris la nécessité d'être en cohérence avec nous-mêmes, tant que nous ne connaîtrons pas notre histoire, la vraie histoire, pas celle qui est racontée à partir de l'esclavage et martelée dans les jeunes esprits dans nos écoles, tant que nous ne connaîtrons pas notre culture, notre philosophie, notre identité en somme, il sera impossible pour nous de faire preuve d'une volonté de puissance réelle. Faute pour nous d'imaginer et de concevoir que si l'Afrique a enfanté l'homme le plus riche de tous les temps, et donc la descendance a été pionnière dans l'expansion géographique et navale, c'était par pur coup de chance et en absence de tout corpus économique, politique, scientifique, culturel et social. Nous vous recommandons le professeur Jean-Emmanuel Pondi et Mbombok Basson. Lisez en fait et suivez les contenus de ces messieurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en fait de se développer économiquement sans être nous spirituellement et sans avoir nos propres concepts civilisationnels. C'est impossible. Sans sa culture, sans son identité, on n'est rien. On n'est rien. Tout le monde a la sienne. Si tout le monde a la sienne, une fois de plus, ce n'est pas pour rien. Nous devons avoir la nôtre. Il y a encore tellement à dire sur ce sujet, tellement à dire, tellement. Mais nous avons pris l'essentiel et il est là. Dans les thématiques de notre chaîne, on va aborder à l'occasion certains points qu'il a dit. Il était impossible en fait pour nous de tout relater ici et l'objectif n'était pas de répondre à chacune de ces phrases ou à chacun de ces mots. Super pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Maximum de partage et n'oubliez pas de vous abonner au thème.